Bonjour à tous et merci de vous être connectés pour ce rendez-vous organisé par le réseau Entreprenez by ADOC, l'agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'entrepreneuriat engagé. Comment construire et financer son projet collectif de création ou de reprise? Telle est la question à laquelle nos deux experts vont répondre aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'être là. Je vais vous présenter tout d'abord Léa Langevin. Vous êtes chargée de mission financement et entreprise chez IES et on va revenir sur ce qu'est IES. Et Johanna Gendre, vous êtes déléguée régionale création URSCOP et là aussi nous allons revenir sur ce qu'est l'URSCOP. On va donc faire plus ample connaissance dans quelques secondes, mais avant cela, jingle. Johanna, je commence avec vous. Je le disais, vous représentez aujourd'hui sur cette table ronde l'URSCOP. Alors c'est quoi l'URSCOP? D'abord, on prononce bien comme ça? Tout à fait, on prononce l'URSCOP. L'URSCOP est un acronyme qui signifie Union régionale des scopes d'Occitanie, Pôle-Pyrénées. Donc l'URSCOP est une structure d'accompagnement à la reprise, création, transmission d'entreprises sur tous les départements de l'ex-territoire Midi-Pyrénées. D'accord. Donc l'URSCOP accompagne, fédère, appuie et conseille les porteurs de projets qui souhaitent se créer soit en SCOP, donc société coopérative et participative, soit en SIC, société coopérative d'intérêt collectif. Donc l'URSCOP, nous apportons un accompagnement très complet. Alors de quel type? Voilà, l'accompagnement, vous nous parlez d'accompagnement, mais de quelle manière vous les accompagnez? Alors effectivement, il y a donc deux sortes d'accompagnement. Les porteurs de projets qui viennent à notre rencontre, donc nous les accompagnons sur toute la phase jusqu'à la création. D'accord. Donc la phase amont. La phase amont de la création, voilà, avec donc je détaillerai peut-être un peu plus tard toute la partie de validation du modèle économique. Nous les conseillons, donc nous leur apportons toute la spécificité liée au statut coopératif. D'accord. Donc nous allons avec eux réfléchir sur le statut coopératif, sur la structuration du projet en lui-même. Puis nous allons mettre à disposition nos outils, donc s'il y a des besoins de financement. Donc à l'URSCOP, nous possédons des outils, plusieurs dispositifs, donc outils solutions de financement, des outils pour préparer le prévisionnel d'activité, pour aller valider le modèle économique. Donc voilà, nous avons... C'est un accompagnement 360, il est global ou totalement? Oui, complètement. Et donc... Oui, vous en accompagnez beaucoup des projets collectifs chaque année en moyenne? Alors c'est variable. L'année dernière, par exemple, nous avons réalisé 10 réunions d'information. Donc pour info, donc on donne des réunions d'information chaque mois, chaque troisième mardi de chaque mois. D'accord. Donc on peut s'inscrire sur le site de l'URSCOP pour participer. Donc elles se font pour l'instant toujours en visio. Donc c'est ce qui se passait l'année dernière. Je crois qu'il y en a eu 7 en visio, 3 en présentiel. Sanitaire oblige, j'imagine que les visios sont encore un petit peu maintenus. Ça changera sans doute d'un moment à un autre. Donc ça nous a permis l'année dernière d'accompagner en collectif 90 personnes environ. Et en termes de projets, nous avons accompagné 80 projets. D'accord. Ok, très bien. Alors, on va revenir évidemment sur cet accompagnement en détail. On va revenir sur ces notions de scope, sur la particularité de ce statut. Mais avant cela, je vais laisser la parole à Léa, qui est avec nous également, pour nous parler d'IES, Initiative pour une économie solidaire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne d'IES ? Alors, IES, c'est une coopérative de financement pour des entreprises solidaires, engagées. D'accord. Voilà, et qui fonctionne en fait avec de l'épargne citoyenne, qui sert à financer ces entreprises. Et on travaille donc avec des bénévoles. C'est des coopérateurs qui sont devenus actifs et qui ensuite accompagnent les entreprises qui sont financées par IES. Alors, ceux qui nous regardent se posent sans doute pas mal de questions et ils vont pouvoir nous les poser tout au long de cette émission et on les retrouvera à la fin puisque vous y répondrez. Mais peut-être qu'on peut préciser quel type
d'entreprises vous accompagnez. Et j'entends par là dans leur statut, puisqu'on a bien compris qu'on parlait d'entrepreneuriat engagé. Oui, tout à fait. Alors nous, on accompagne tous les types de structures juridiques, donc pas d'obligation d'être en SCOP, en SIC. Ça peut être des SARL, des SAS. On a aussi des financements qui sont adaptés pour des entreprises unipersonnelles, mais où il y a quand même un projet collectif d'intégration des salariés, par exemple, derrière. Et à tous les stades de vie aussi. Donc ça peut être de la création, de la reprise ou des projets de développement, de croissance d'une entreprise. Donc leur point commun, en fait, c'est qu'elles ont tout un projet collectif d'entrepreneuriat engagé. Et qu'elles ont une utilité sociale, sociétale ou environnementale, en tout cas une solidarité et des critères de l'économie sociale et solidaire. Donc pas forcément obligé d'avoir un statut, un agrément ESUS par exemple. Donc là, on rentre un peu dans le technique, mais... On va y revenir, on va faire un petit peu de vocabulaire, parce qu'effectivement, dans ce domaine-là, il y a beaucoup d'acronymes et de choses à expliquer. Peut-être rapidement, Léa, avant de rentrer justement dans le détail de ce qui nous intéresse, est-ce qu'on peut revenir sur les missions particulières que vous menez à IES auprès des internautes qui nous regardent et de ceux qui viendraient vous voir? On parlait d'un accompagnement 360, vous vous positionnez sur le même créneau? Alors, nous, à IES, les bénévoles, du coup, vont accompagner à partir du moment où on finance, et donc il y a les statuts de l'entreprise qui sont signés, que la création est officielle. Et ensuite, ça va être par contre un accompagnement sur plein de thématiques différentes, puisque ce sont des bénévoles qui mettent à profit leur expérience professionnelle, personnelle. Et donc, ça peut être une expérience dans le financement, dans le marketing, le commercial, etc. Et souvent, c'est un binôme aussi d'accompagnateurs pour avoir le plus de compétences rassemblées. Et donc, on va, pendant la durée du financement, suivre l'entreprise, la soutenir, l'appuyer. Donc, on ne remplace pas le dirigeant, mais on va faire un effet miroir un peu, l'aider à prendre du recul, et l'aider dans sa prise de décision. Alors, en vous écoutant toutes les deux, je me rends compte que vos deux organismes sont finalement très complémentaires. Et d'ailleurs, on ne va pas se mentir, parce qu'on se l'est dit avant cette émission, vous avez l'habitude de travailler ensemble, vous vous connaissez sur des dossiers communs, ou en tout cas des dossiers que vous pouvez vous passer, entre guillemets, les unes les autres. Donc, vos analyses, conseils et informations vont évidemment nous être précieux au cours de cette émission. Alors, on va faire un petit peu de vocabulaire. Je vous propose que pour planter le décor et pour que tout le monde nous suive bien, on fasse un petit point sur ces mots que vous avez employés. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'on entend par projet collectif, et en avez-vous, selon vos organismes, la même vision? Alors, qui commence? Johanna, c'est quoi un projet collectif chez nous, pour nous, effectivement, un projet collectif, ça va être des personnes qui vont se rassembler, donc personnes physiques ou personnes morales, des sociétés, et qui ont un projet commun de lancer une activité économique. Ils vont se rassembler pour mettre en commun leurs connaissances, leurs compétences, leurs moyens financiers ou matériels, dans le but, alors si on parle des scopes, de créer leur propre outil de travail, donc mettre à profit ce projet pour aller sur un projet plus à vocation salariale. Et si on pense plutôt aussi que ça va être un projet plus de territoire. Mais on développera tout à l'heure ce que sont les SIC. Également, oui. Dans tous les cas, un projet collectif, il faut que les personnes aient une vision partagée et des valeurs communes. Quelque chose à ajouter, Léa, sur la notion de projet collectif? Oui, tout à fait. Alors nous, comme je le disais, on n'accompagne pas forcément que des SCOP ou des SIC. Ça peut être des statuts de l'économie classique. Oui. Mais du coup, ce qu'on va aller chercher, ce qu'on va mettre en avant, essayer de leur faire mettre en avant, c'est la co-construction, travailler avec ça peut être les salariés, les partenaires, les parties prenantes en fait. Et comme nous, on a aussi un critère d'ancrage territorial, on va voir comment on peut travailler en circuit court. Et donc, sur l'Occitanie, construire avec des partenaires qui connaissent le territoire, l'économie, voilà. Alors, vous avez utilisé un terme tout à l'heure, l'épargne citoyenne. Est-ce que c'est la même chose que l'épargne solidaire? Oui, ça revient en tout cas à mettre de l'argent au profit d'entreprises pour financer un projet. Donc l'épargne solidaire, c'est plutôt une épargne qui peut être labellisée, mais qui va servir pour des projets éthiques, solidaires,
engagée. Donc ça reprend les mots qu'on utilisait. Et l'épargne citoyenne, nous, à IES, on parle d'épargne citoyenne parce qu'on veut vraiment appuyer sur le fait que ce sont les citoyens, des particuliers qui investissent donc de leur argent, et puis pour certains qui deviennent bénévoles actifs et qui investissent de leur temps. Et donc c'est ça qui est important, que, encore une fois, on est en circuit court, un peu cette idée que l'argent circule dans la même économie. Alors, on a parlé de scope et on va y revenir, mais c'est quand même un terme qu'on a sans doute plus l'habitude d'entendre que les SIC. C'est quoi les SIC? Parce que quand on parle d'entrepreneuriat engagé, et vous avez utilisé cet acronyme toutes les deux, vous m'avez parlé de SIC. Alors, de quoi on parle? Alors, les SIC sont les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc, c'est un statut assez récent qui est né avec la loi de l'ESS en 2001. Donc, les SIC vont réunir, alors ils ont une spécificité, elles vont réunir plusieurs parties prenantes. On appelle ça le multisociétariat, dans lequel on va retrouver donc des salariés, des bénéficiaires qui vont utiliser le bien ou le service que la SIC va vendre, les producteurs également, et tout type d'autres parties prenantes, comme donc, ça peut être des personnes physiques, des personnes morales, ou même des collectivités peuvent entrer au sociétariat d'une SIC et faire partie donc, de ce projet collectif. Donc les SIC ont comme pour objet un intérêt collectif. Elles doivent avoir l'objet de la SIC, de l'activité, doit avoir une utilité sociale sur le territoire. Donc par exemple, ce sont des projets qui peuvent structurer une filière et donc retracer toute la chaîne de valeur, par exemple, d'une activité. C'est très clair. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur les scopes cette fois. Est-ce qu'on peut revenir en détail sur ce qu'est une scope et en profiter pour peut-être tordre le cou à quelques idées reçues qui traînent autour encore des scopes? C'est d'ailleurs assez étonnant. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. C'est quoi une scope? Une scope. Alors, comme pour les SIC, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, donc ce sont avant tout des sociétés commerciales classiques, donc avec un statut SARL, SA ou SAS, et donc qui vont avoir la forme de scope ou de SIC. Donc, les scopes, ce sont un statut qui est né avec le mouvement ouvrier. Donc la première loi statuée date de 1947. Donc la particularité d'une SCOP, c'est une société qui va être gérée par des salariés associés. Donc c'est un outil de travail qui appartient aux salariés, et les salariés associés doivent être majoritaires au capital et également majoritaires en droit de vote, sachant qu'un associé ne peut pas être majoritaire à plus de 50%. Donc alors l'idée reçue que l'on a sur les SCOP en termes vous allez taper sur internet SCOP, on va retrouver reprise d'entreprise en difficulté. Oui. Donc souvent c'est le cas, et il y en a, mais sachez que ça reste vraiment une minorité dans tous les modes dans lesquels on peut reprendre ou créer une SCOP. Donc il y a 4 modes, effectivement. On peut créer une SCOP ex nihilo, donc créer de toute pièce la structure. Oui. On peut aller sur de la transmission d'entreprise. Donc là, ça va être des entreprises saines dont le dirigeant souhaite transmettre à ses salariés, par exemple. On a de la transformation, on peut faire de la transformation d'associations ou d'entreprises classiques. Qui voudraient basculer en scope, donc ils pourraient changer de statut, entre guillemets. C'est ça, tout à fait. Et la reprise donc, à la barre du tribunal par les salariés reste vraiment une minorité. On a beaucoup plus de créations en majorité. Et c'est important de le dire parce qu'effectivement, il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. Sur les scopes, les SIC, quelque chose à ajouter, Léa? Non, je voulais rebondir sur le terme de société commerciale. Effectivement, c'est pas parce qu'on est en coopérative ou qu'on parle d'économie sociale et solidaire qu'il n'y a pas le modèle économique qui est très important, parce qu'il faut qu'il y ait des bénéfices pour que l'entreprise, la société fonctionne. Donc voilà, je voulais juste appuyer sur ce point-là, que ça reste des sociétés avec une structure, une organisation. À part entière, tout à fait. Et rappelez, mais vous l'avez déjà dit, mais je le rappelle, que l'entrepreneuriat engagé ne prend pas forcément la forme d'une SCOP ou d'une SIC. Ça peut être, vous l'avez dit tout à l'heure, une SAS, une SARL. Mais en tout cas, pour ces deux statuts que sont le SCOP et la SIC, il y avait des choses à préciser. Nous l'avons fait. Alors, quels sont les intérêts, les avantages induits ou non d'ailleurs à créer ou à reprendre ce type d'entreprise aux fortes valeurs quand même? Léa? Je dirais que c'est ça, effectivement, c'est de se rassembler autour de valeurs communes et de pouvoir le mettre un peu noir sur blanc dans les statuts, de dire c'est pour telle utilité sociale, l'objet social qui va avoir un impact, eh bien on veut le marquer, et puis on veut construire ensuite l'entreprise sur ces valeurs-là. Donc eh bien une gouvernance partagée, puisqu'on veut faire participer les partenaires, les parties prenantes, les salariés. Voilà. Et donc après, c'est pour des valeurs éthiques solidaires.
et en même temps avoir une entreprise qui fonctionne avec un modèle économique qui est viable, imprévisionnel, etc. Johanna, quelque chose à ajouter ? Oh oui, il y a, comme vous le dites, Priscille, donc, ce sont des structures avec des valeurs fortes et qui sont effectivement inscrites dans les statuts. On mène une réflexion avec les porteurs de projets en ce sens, parce que ça reste un petit peu la Bible, on va dire, des coopérateurs. Donc ces structures, l'intérêt, on va retrouver, donc ça met en avant vraiment la prééminence de la personne humaine. Donc le salarié est reconnu. Il bénéficie d'ailleurs de formation, donc que ce soit un salarié ou un salarié associé ou un salarié, il bénéficie de formation pour justement prendre conscience de toute la mesure de ce qu'est de travailler dans ces structures en termes de solidarité, il y a de la coopération, même pour le futur dirigeant qui va rentrer dans une scope, qui va devenir dirigeant d'une scope, il faut qu'il ait ces notions de gouvernance partagée, comme disait Léa. Oui, là c'est essentiel, évidemment, oui. Sachant que dans une scope, les salariés associés sont voués à avoir des responsabilités puisqu'ils prennent part aux grandes décisions, aux décisions lors des assemblées générales. Sachez que chacun des associés, quelle que soit la quotité de capital qu'il va détenir, on dit une personne égale une voix. Donc voilà, tout le monde a son mot à dire. D'où j'imagine l'importance de bien savoir choisir ses associés. Et ça, logiquement, je roule vers la question suivante, quels sont les prérequis pour mener à bien ce type de projet d'entrepreneuriat engagé. Et j'imagine effectivement que, alors je ne sais pas si c'est le premier des prérequis, mais en tout cas, savoir bien s'entourer et bien choisir ses associés, c'est essentiel, Léa ? Oui, je suis complètement d'accord, c'est essentiel. Et puis, il y a aussi, comme je reviens sur le mot s'entourer, et pour faire suite au webinaire, Web TV qu'il y a eu, de savoir aussi se faire accompagner par l'URSSCOP, par IES ou d'autres structures qui ont pu être d'ailleurs présentées avant mais qui existent sur le territoire pour aller chercher des compétences clés qu'on n'a pas forcément, puisque même si en étant chef d'entreprise on a plein de casquettes différentes, mais là ça permet d'avoir vraiment de prendre du recul, de partager des idées, de travailler sur des notions clés et donc un des prérequis, mais comme pour l'économie classique, de savoir s'entourer, donc avec qui on va signer les statuts, mais aussi qui peut nous accompagner dans cette démarche de création, de développement. Alors, autre prérequis que vous m'aviez précisé quand on a préparé tout cela, c'est bien choisir la forme juridique de son entreprise. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Qui développe? Peu importe, Johanna, allez-y. Oui, alors la forme juridique, elle va dépendre du collectif, effectivement, des personnes, des parties prenantes qui vont se réunir pour faire le projet. Du projet en lui-même, s'il est plus ou moins ambitieux, et il y a des spécificités d'ailleurs dans les scopes et dans les cycles selon si on va sur un statut SAS, SARL ou SA. Mais ça, c'est quand même pour des projets beaucoup plus ambitieux. Donc tout ça, ce sont des réflexions que l'on mène justement en amont dans la phase de création où on accompagne les porteurs de projets. Et pourquoi c'est important de bien le choisir? Parce que on ne pourra pas le changer comme ça, ou parce que dès le début, il vaut mieux savoir comment on va fonctionner. Pourquoi c'est important de bien le choisir? Oui, effectivement. Alors selon, par exemple, si on va sur une ESA ou une SARL, on ne va pas avoir le même type de gouvernance et on va avoir plus d'organes de direction. On va avoir sur une SARL un dirigeant, par exemple, un gérant. Il peut y avoir plusieurs co-gérants, mais sur les autres statuts, on peut décliner la gouvernance. Donc voilà, tout ça, effectivement. Mais effectivement, on peut changer de statut après au cours de la vie de l'entreprise si on s'aperçoit que le statut n'est pas adapté. Mais autant faire les choses. Autant les faire bien dès le départ. On est d'accord. Avoir une posture entrepreneuriale, me disiez-vous. On l'oublie, ça, trop souvent? Alors, est-ce qu'elle est obligée? Je ne sais pas, mais en tout cas, faut se rappeler que on est dirigeant d'une entreprise, c'est une société, et que on va travailler avec des partenaires, qu'il y a aussi un moment où il va falloir prendre des décisions, et donc même si on est qu'il faut travailler en collectif, ce qui n'est pas toujours aussi évident, et donc rester dans une posture de faire quand même des bénéfices, de faire fonctionner l'entreprise, qu'elle fructifie et pour que ça marche. Voilà. Cette idée qu'on n'est pas que l'ESS ou le collectif, l'entrepreneuriat engagé, ça reste une économie à part entière.
Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, effectivement, il ne faut pas oublier que le dirigeant engage sa responsabilité civile et pénale et qu'effectivement, il faut qu'on puisse détecter chez le futur dirigeant ou les porteurs de projets qui arrivent chez nous s'ils sont bien en amont dans leur projet. Nous, on délivre effectivement ces formations-là pour leur donner ces connaissances et alors, pas forcément la posture, on l'a ou on ne l'a pas. Mais oui, il y a cette nécessité un dirigeant a plusieurs casquettes, comme disait Léa, et effectivement, il est amené, surtout au début, dans des petites structures, à toucher le commercial, la gestion, les RH, c'est un manager, hein, donc... Et j'imagine que, comme pour toute autre entreprise, il faut une mise de départ, il faut des fonds. Si oui, à quelle hauteur? Alors, donner une valeur de départ, c'est un peu compliqué parce que ça va dépendre du projet, s'il y a besoin de faire des fortes dépenses pour lancer le projet ou si on peut travailler avec un minimum. Oui. En tout cas, il faut quand même mettre des fonds puisque ça montre aussi la confiance qu'on a dans son propre projet. Et l'investissement, c'est pas que de l'investissement financier aussi, c'est aussi une preuve pour les personnes qui vont, peut-être de futurs associés qui vont rentrer, de voir que la personne a pris des risques en montant son projet, ou les personnes d'ailleurs. Oui. Voilà. Après, c'est aussi important si on a besoin d'aller en lever d'autres, d'aller voir d'autres financeurs, eh bien, les banques, par exemple, vont peut-être mettre en fonction de ce qu'il y a déjà au capital. Elles vont, ou alors, nous, par exemple, à IES, on investit dans le capital. Mais on ne va qu'à 25% de ce qui est déjà dans le capital social de l'entreprise. Okay. Donc, s'il y a peu, on peut pas investir énormément derrière. Donc, finalement, ça... Moi, je dis qu'il faut se servir du collectif, tout simplement. Justement, on parlait d'associations tout à l'heure. Et c'est l'occasion d'aller, et dans tous les cas, d'aller chercher des apports auprès de nos associés ou de notre entourage, si on manque oui, c'est ça. De la love money, comme on dit. La love money, dont on parle souvent. On vient de reparler des associés, ils ont quand même un rôle important. Combien il peut y avoir d'associés dans ce type de projet? Est-ce qu'il est limité ou pas? Alors, moi, je peux répondre pour les scopes et les cycles, parce qu'il y a des spécificités, effectivement. Donc, pour les scopes, on ne peut créer qu'une scope qu'avec 2 salariés associés, à minima. Oui. Donc, ça dépend après des statuts, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc une scope, 2 associés, et une cycle, 3 associés. Donc, voilà. À part égale? Non, pas forcément. Alors après, il y a des spécificités. Je pense que il vaut mieux se rapprocher de nous pour développer, mais en fonction de votre projet, oui, effectivement, approchez-vous, vous aurez des réponses plus précises. Oui. À quel moment, en tout cas, ce genre de choses se décide? À quel moment je décide que je vais avoir tant d'associés, qu'ils vont avoir tant de parts, que je vais avoir tant de parts? Ça se décide à la création, au démarrage? Complètement, oui. Nous menons un pré-diagnostic, on va dire, avant de signer une convention dans le cadre de l'accompagnement que nous proposons. Donc effectivement, nous faisons une sorte de diagnostic sur les personnes, sur le projet en lui-même, ou voir le stade où ils en sont, si le projet est assez avancé, assez mature pour... voilà. Alors j'imagine que tout ce qu'on vous raconte est passionnant, vous qui vous intéressez à ce sujet. Je vous propose qu'on fasse un petit point plus particulier qui va intéresser nos internautes sur les conditions qu'il faut remplir pour être accompagné à la fois par IES, à la fois par l'URSCOP. Alors on va peut-être commencer par IES. Voilà, j'ai écouté tout ce que vous m'avez dit, j'ai très envie de me lancer dans cette aventure-là. Quelles sont les conditions qui vont faire que vous allez m'accompagner ou non ? Alors, du coup, on va regarder, nous, à IES, des critères que nous, on appelle les critères solidaires et puis des critères économiques. Donc, dans les critères solidaires, on va aller voir s'il y a une gouvernance partagée, l'ancrage territorial, puisque un des objectifs de IES, c'est et ça fait partie des critères, du coup, de créer ou de maintenir de l'emploi sur le territoire de l'Occitanie. Et puis, l'utilité sociétale ou environnementale.
Donc, il ne faut pas forcément cocher toutes les cases. C'est pas toujours évident. Si c'est un projet de création, il y a le temps de développer le projet, effectivement. Mais voilà, de voir qu'il y a quand même une inscription et des valeurs éthiques et solidaires. Et puis la partie du coup économique, puisque voilà, on va investir et qu'on veut que le projet marche, on va regarder si, comment le prévisionnel a été construit, s'il est viable, l'adéquation entre le projet, les compétences du porteur de projet ou du dirigeant avec l'activité de l'entreprise. Voilà. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, et encore une fois, si on veut des détails, on rentrera en contact avec vous. Je précise que les adresses des sites de chacun des organismes dont nous vous parlons apparaissent sur votre écran. Quand Johanna parle, ceux de l'IES. Non, pardon, quand Johanna parle, justement, l'URSSCOP, et quand Léa parle, IES, voilà. Alors, sur les conditions qu'il faut remplir pour être accompagné par l'URSSCOP cette fois, elles sont à peu près équivalentes, similaires, effectivement, oui. Donc nous, effectivement, nous avons des porteurs de projets qui viennent, qui sont parfois un petit peu trop en amont. Donc on leur demande effectivement d'avoir réfléchi sur leur projet, d'avoir bien déterminé leur offre, d'avoir donc une ébauche de prévisionnel et d'études de marché que l'on valide ensuite, que l'on retravaille avec eux, mais il faut quand même qu'ils soient quand même assez avancés sur ces aspects-là. S'ils sont trop en amont, nous avons un dispositif à l'URSSCOP qui permet justement d'accompagner les porteurs de projets qui en sont à la phase de l'idée. Donc c'est l'incubateur Alter Incube. Alors ce sont surtout des projets socialement innovants. Mais bon voilà, j'en profite pour dire qu'il y a un appel à projet là qui vient de sortir et voilà, s'il y a des personnes intéressées pour postuler. Exactement. Voilà. Est-ce que l'on finance de la même manière une création qu'une reprise d'entreprise engagée ? Ça va dépendre du projet, ça va dépendre des besoins de chacune des deux structures. Ça dépend, oui, si on va financer un besoin au démarrage ou s'il y a des besoins d'investissement sur le projet. Donc vraiment là, ça varie, Léa, oui, je vous vois. Ça varie, pas forcément en fait en fonction de si c'est une création, une reprise, mais des besoins de l'entreprise. Nous, on intervient en fonds propres et quasi fonds propres, donc c'est des outils particuliers, mais qu'on ne va pas différencier en fonction de création, reprise ou développement, on va différencier en fonction du besoin de l'entreprise, le nombre C'est plus ça qui va rentrer en ligne de compte, en fait, plus que le projet de création ou de reprise. Voilà. Combien il y a au capital social pour savoir comment on peut intervenir, compléter, etc. Alors, vous avez parlé du financement, justement, à proprement dit. Et j'aimerais qu'on revienne effectivement sur les financements que vous pouvez proposer, et l'une et l'autre. En tout cas, vos organismes. On va, pareil, commencer par IES. Quel type de financement vous proposez aux entreprises engagées ? Du coup, on a différentes offres. Et encore une fois, alors je les mets moi dans cet ordre-là, mais parce que c'est comme ça que je les explique toujours, mais il n'y a pas qui sont plus utilisés que d'autres. Mais du coup, on peut prendre des parts au capital de l'entreprise, donc on rajoute au capital social directement, souvent accompagné d'un prêt en compte courant d'associés. On peut faire du prêt participatif, on peut faire des titres participatifs, et puis il y a aussi des offres qui sont plus spécifiques aux associations, qui sont apport avec droit de reprise et des titres associatifs. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est une intervention en fonds propres, quasi fonds propres, donc ça vient dans le bilan, le haut de bilan, et le but, c'est de venir consolider le bilan de l'entreprise, éviter l'endettement, et puis faire aussi effet de levier par rapport aux banques. C'est très important. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de questions sur le financement à proprement dit, donc on ne va pas aller plus loin pour l'instant. On va laisser les internautes vous poser les autres questions, mais même question quand même pour l'URSSCOP et pour vous, Johanna. Concrètement, vous pouvez les aider comment en termes de financement ? Alors nous, c'est du mouvement coopératif, nous avons nos propres outils financiers. Donc effectivement, nous pouvons financer du BFR ou de la trésorerie de démarrage. BFR, besoin en fonds de roulement, donc de la trésorerie pour démarrer. Nous avons également un outil de caution, de garantie, donc pour permettre aux dirigeants d'éviter de prendre une caution personnelle. Donc c'est un outil qui se substitue à la caution du dirigeant lorsque ces derniers font des investissements sur du moyen long terme. Et ensuite, nous avons un outil pareil comme IES en fonds propres, donc pour aller chercher des apports pour renforcer la structure, soit au démarrage, soit durant la vie de l'entreprise si elle a besoin d'aller chercher par exemple des financements pour des investissements. Donc voilà, ces trois types d'outils. Et souvent, nous aussi, nous faisons effet de levier. Nous travaillons en coopération souvent avec les banques de l'ESS, donc Crédit Coopératif ou la NEF.
J'imagine que vous allez avoir beaucoup de questions aussi sur ce sujet-là. Est-ce qu'on peut, parce que c'est une question qui vous sera posée, on peut peut-être l'anticiper, est-ce qu'on a une fourchette, des enveloppes que vous pouvez distribuer ou pas? De combien à combien vous pouvez financer? Nous, comme je vous dis, souvent on fait effet de levier, donc c'est difficile de donner des montants et ça dépend vraiment des projets et des besoins qu'ils ont. Oui. Ok, Léa? Il y a une fourchette AIES, on finance de 5 000 à 50 000 euros. D'accord. Voilà, maximum. En sachant que du coup, on travaille donc avec d'autres acteurs sur le territoire, l'URSSCOP, France Active ou les banques. Et donc, ça peut venir compléter. Il y a aussi des outils qui ont été mis en place récemment avec les 3 structures réunies et qui permettent de venir compléter sur des montants allant jusqu'à 200 000 euros. Donc, ça, voilà, on peut être sur des gros montants quand on travaille en tour de table avec les autres acteurs. Alors, on me signale qu'on a beaucoup de questions, mais j'en ai encore quelques-unes à vous poser avant de laisser place à celle des internautes. Quelle démarche faut-il faire pour tenter d'obtenir ces financements? On vous contacte par mail, par téléphone? Qu'est-ce qui a de mieux? On rentre en contact directement avec l'une ou l'autre, enfin l'un ou l'autre des 2 organismes. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors moi, juste, je voulais préciser que nos outils sont quand même dédiés aux adhérents du mouvement et aux porteurs de projets qui désirent se créer donc, sous statut coopératif. Donc il faut qu'on adhère à l'URSSCOP. Alors ça, c'est en deuxième phase, mais déjà, voilà, se rapprocher de nous et c'est vraiment pour des projets sur ces... D'accord. Très bien. Dédiés à ces statuts-là. Oui. Donc effectivement, oui, nous contacter et on fait d'abord un pré-rendez-vous pour un petit peu... Pour vous expliquer tout ça et pour vous accompagner sur le long terme, on l'a dit à 360, c'est possible. Léa, comment on fait? Alors c'est pareil, par mail, par téléphone, comme vous êtes le plus à l'aise. Oui. Ce qu'il faut, c'est nous contacter quand vous avez quand même une ébauche, au moins une ébauche de prévisionnel, une étude de marché, parce que nous, on n'accompagne pas sur cette partie-là. Il y a d'autres acteurs, les chambres de commerce ou les chambres consulaires, les BGE. Et donc, nous, on va regarder ces aspects-là, on va les étudier pour pouvoir le faire passer en comité d'engagement et voir si on finance. Donc, c'est bien qu'on soit un peu en amont pour la construction. C'est bien aussi pour organiser des tours de table avec les autres financeurs. Voilà, tout en sachant que les financements seront versés une fois que la société est créée. C'est important de le dire, effectivement. Avant de passer aux questions des internautes, peut-être, histoire en conclusion ou en pseudo-conclusion, quelles sont les erreurs à éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ne pas rester seul, comme tu l'as mis en avant tout à l'heure, effectivement, bien s'entourer. C'est un des premiers critères. Être accompagné, hein. L'accompagnement, c'est primordial, oui. Ouais. Peut-être, je dirais aussi, ne pas se lancer tant qu'on n'a pas bien ficelé le projet, ne pas peut-être aller rencontrer les banques sans avoir... trop tôt. Ouais. Léa, oui. Oui, mais exactement, c'est ça. C'est pas toujours évident à mesurer, mais il faut quand même que l'idée dans sa tête soit bien claire, dans la tête du porteur de projet, de savoir ce qu'on veut faire et d'avoir un peu étudié le terrain et les besoins qu'on va avoir pour pas passer à côté d'une demande de financement qui soit trop basse ou trop élevée. Et puis ne pas hésiter à aller voir des structures d'accompagnement parce que elles ont l'expérience des autres projets. Bien sûr. Voilà, donc je vous invite à effectivement consulter le site de l'URSSCOP, le site d'IES. Je vous remercie toutes les deux d'avoir été à ce point claires, précises et pédagogiques. Je crois qu'on a tout compris. Nous avons été heureux de vous accompagner autour de ces 8 conférences du réseau Entreprenez by ADOC. Merci à ADOC de les avoir organisées. Je pense que c'était très agréable pour tout le monde. Au revoir à tous.